Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, on continue notre semaine spéciale reconstruction, non pas qu'on reconstruit N1 le podcast, mais on va vous démarrer ensemble comment partir d'une franchise qui est à l'agonie vers le sommet, vers le trophée Larry O'Brien. Et ouais les gars, je suis un ancien, je dis encore Larry O'Brien. Donc, je suis avec cette semaine mon acolyte de toujours, mon sideman, mon gars sûr, celui à qui je peux faire des passes décisives, les yeux fermés. C'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut, salut, hein. On est là pour Et ouais, cette deuxième de la semaine. exactement. Et oui, on est présent toute la semaine. Et oui, parce qu'on a avec nous notre équipe du lundi qui est avec nous, Chris et Cédric. Salut les gars, ça va? Pas trop dur de faire la deuxième mi-temps et d'être là dans le money time? Ah, c'est une période de la semaine où d'habitude je fais d'autres choses. Je suis pas Des habitué. choses plus importantes, tu vois. Ouais. Ouais, bonjour à tous, quand Ouais, même. quand C'est un plaisir d'être là avec vous. Ouais. On va continuer sur ce sujet passionnant. Alors, on rappelle juste à Yannick, ça fait à peu près 8 mois qu'on a démarré les podcasts, mais Yannick n'a toujours pas compris qu'il y a une émission le mardi et le vendredi, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, parce que notre tambouille interne, ça ne les intéresse pas. Donc, mardi, vendredi, Yannick, d'accord? Oui, mardi, vendredi, c'est vrai. J'arrive pas à me le mettre en tête. C'est compliqué. Et oui. Mais bon, tu sais, n'empêche que les paniers décisifs, les paniers de la gagne, c'est, tu vois, je crée le décalage pour Axel pour le vendredi matin et il marque le 3 points le plus clutch pour lever le trophée. Alors, oui, semaine exceptionnelle. Vous avez eu dès ce mardi un podcast consacré à la reconstruction. Aujourd'hui, on est donc sur la deuxième mi-temps. Donc, on vous laisse retourner les écouter sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours sur ce que vous avez, si vous avez aimé cette émission et ce que vous en avez pensé. Messieurs, comment on peut suivre The Free Agent? Ah bah, qui veut se lancer? Allez, lancez-vous les gars. Allez Chris, vas-y. Allez, moi, je le fais jamais. Exactement. Non, pour nous suivre, plein de moyens, évidemment. Vous avez l'application TFA qu'on vous invite à télécharger sur Android et sur Apple Store. Vous avez le site internet de The Free Agent pour suivre toute l'actualité des 4 sports majeurs américains et même un peu plus que ça. Vous avez des réseaux sociaux avec X, précédemment Twitter. Vous avez TikTok, vous avez Instagram. Vous avez les lives de Charles le mardi, le jeudi à partir de midi pour vous accompagner sur votre brunch. Mais oui, Cédric, je sais comment ça marche. Il me fait un petit geste amical de j'ai bien fait mon boulot. Ouais, t'as vu ça? Je sais bien vendre la soupe. Le talent, c'est beau. La soupe, la très bonne soupe, évidemment, chez TFA. Donc voilà, vous avez les réseaux, l'appli, le site internet, mais vous nous écoutez toutes les semaines, donc maintenant, vous connaissez aussi tous les moyens pour nous suivre. Mais voilà, on aime bien rappeler tout ça pour les petits nouveaux, les petites nouvelles qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on est là pour vous accompagner au quotidien pour la NBA et pour le reste. Ouais, exactement. Et aussi, n'hésitez pas donc à nous noter, notamment sur les applis de podcast, parce que plus vous nous notez avec 5 étoiles, plus on va remonter et on sera connu. Et si vous avez des gens autour de vous, n'hésitez pas à diffuser nos podcasts. Vous pouvez vous les échanger, parler de nous. C'est toujours notre meilleure pub, c'est vous. Allez, on va parler donc, on va continuer dans cette thématique de cette semaine, un peu en dehors de l'actualité, quoique. Donc ce début de semaine, Chris, Cédric et Axel, on a parlé de reconstruction, donc on a vu les tenants et les aboutissants, mais aujourd'hui on va aller plus dans le détail par rapport à tout ça. Est-ce que pour vous, quel est votre ressenti par rapport à ça? Et une équipe qui se décide, qui est moyenne, qui se décide de repartir de zéro, comment vous, dans votre perception des choses, vous voyez ça? Lancez-vous. Alors, qui se lance? Allez. Allez, celui qui est en pleine reconstruction. Ton acolyte de vendredi. Ouais, vas-y, nous on suit derrière. Comment je vois ça? En tant que fan, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Alors moi, c'est quelque chose que j'apprécie, non, mais comment dire, pour avoir une franchise qui a pris beaucoup de temps à enfin se décider, c'est un peu comme un soulagement dans le sens où maintenant
on peut, on peut se dire que bon, ça y est, si on est 10e tous les ans, c'est bien gentil, mais on sait tous que c'est vraiment le pire possible en NBA d'être moyen. Donc, juste là, maintenant, on voit un peu d'espoir. Ouais, le mot est fort, mais ouais, d'espoir, mais et d'attente aussi de voir comment vont faire le front office, en sachant qu'il a changé aussi. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ouais. Et puis, on va se palucher sur tous les jeunes qui vont arriver, en espérant qu'ils deviennent les prochains. Donc, du coup, tu es devenu un expert de la NCAA, quoi. Alors, indépendamment, si, ouais, je regarde que ça là actuellement, mais indépendamment de mon équipe. Non, c'est vrai, je regarde que ça actuellement. La NBA, là, la régulière me fatigue un peu. Donc. Bon, après, il y a la March Madness et tout qui arrive, donc c'est aussi Ah là, une je suis période, comme un fou là. voilà, c'est ça. Ah, Là, on a commencé les tournois de conférence en NCAA et la semaine prochaine, mercredi, je crois, débute la March Madness. March Madness, c'est ça, exactement. Ouais. Mais donc c'est super intéressant. Enfin, on voit du changement, c'est toujours agréable. Ok. Vous, les gars, en tant que supporter, comment vous voyez ça, le tanking? Alors, Cédric, toi, tu vois ça de loin parce que ton équipe a pris une autre direction. Mais toi, Chris? Bah, moi, je me mets plutôt à la place des fans qui vivent cette étape de reconstruction dans leur franchise. Et je me dis qu'il doit y avoir un vrai paradoxe, en fait. D'un côté, il y a ce côté excitation de se dire, bon, bah, allez, enfin, on espère voir le bout du tunnel. Ouais. Mais avant de voir le bout du tunnel, parfois, le chemin est long. Plus ou moins long, c'est ce qu'on disait, en début de semaine. Et c'est vrai que si on est fan d'une franchise, si on est fan de Détroit ou si on est fan de n'importe quelle autre équipe, peut-être que le projet il va être un peu plus loin. Quand on est fan de Détroit, la lumière on la voit peut-être toujours pas en fait à l'heure actuelle. Et ça fait 15 ans qu'on attend le bout du tunnel. Donc il doit y avoir ce paradoxe de l'excitation, de se dire ok, peut-être un projet un peu plus excitant qui arrive, mais après peut-être aussi une frustration au bout d'un moment si on voit que les choses ne vont pas aussi vite que prévu, ou si on voit que ça vivote un peu, ou que les décisions des general managers, des chefs, on en parlait mardi, que c'était quand même d'abord une décision entrepreneuriale. Si on voit que ça va pas dans le bon sens, ou si les actionnaires changent, ou si les décisionnaires ne vont pas dans le bon sens, on se dit ouais, mais ok, on a appuyé sur le bouton reset, on a décidé de changer les choses, mais pour quel résultat 2, 3, 4, 5 ans après? Quand on est fan du Thunder, par contre, ok, et là on se dit on a peut-être galéré les 2-3 dernières années, mais là aujourd'hui on commence à avoir un projet quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sexy, et sur lequel on peut se dire ok, moi je suis fan du Thunder, et peut-être que les prochaines années, je vais pouvoir profiter et avoir des étoiles dans les yeux. Ouais, complètement. Alors après, moi, c'est pas une. Je m'en cache pas. Hein, le projet du Thunder, moi, j'ai toujours été un petit peu réfractaire au début parce qu'ils faisaient que perdre et qu'ils enchaînaient les joueurs et qui n'étaient pas forcément. On leur laissait pas la chance. Ils avaient un an pour performer ou puis ils étaient tradés tout de suite au fin fond de la ligue, voire les envoyer directement en Chine. Et j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu dur, ce côté. Mais finalement, petit à petit, ils ont réussi à créer une équipe qui était correcte et maintenant qui joue les premiers rôles. Toi, Cédric, en termes de reconstruction, toi, ton équipe de cœur était plus côté des trades. Toi, comment tu vois ça, toi? Je trouve ça passionnant parce que c'est toujours bien d'avoir des jeunes joueurs qui arrivent et de pouvoir prendre le temps de les voir évoluer et progresser en fait au fil des années. Ouais. Je dis malgré ma franchise, tu vois, le fait d'avoir vu Jason Tatum depuis son début de son arrivée en NBA, au fil des ans, de le voir évoluer, tu vois les changements, tu vois les progrès, mais après, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est que si c'est des bons choix et si ça va dans le bon sens, c'est plaisant. Mais si ça dure trop longtemps et que c'est que des choix un peu ahurissants et tu vois que ça ne mène nulle part, tu vois, du coup, tu peux être, t'es encore plus déçu, quoi, en fait. Donc, c'est une arme à double tranchant. Il faut pas se tromper, quoi, en fait, quoi. Ok. Comme ça, là, moi, je voulais parler justement en termes de reconstruction. Un exemple extrême, c'était le process. Vous, comment vous l'avez vécu si vous regardiez déjà à l'époque
toi, je sais que Cédric, tu regardais à l'époque, puisque tu es un peu notre doyen à tous, notre druide, mon cher Leprechaun. Vous, Axel et Chris, comment de l'extérieur vous voyez ce tanking de l'extrême où il y a eu des saisons à 9 victoires, quoi? Bon, Chris, je t'en prie, ce que t'as Ouais. pas. Tu l'as dit, c'était vraiment à l'extrême, tu vois. On en était à un côté très caricatural. Ouais. Où c'était là, tu vois, on parlait tout à l'heure du côté fan. Bah là, franchement, si les fans sont restés, c'est vraiment des fans archi-fans et qui vont avoir la couleur Sixers dans le cœur et ad vitam aeternam. Et tant mieux pour eux. C'est les nostalgiques d'Allen Iverson, voire de Charles peut-être. Barkley, quoi. Mais c'est Ou vrai de que Jimmy Serving. non, c'est vrai que c'était une période qui était vraiment qui était grotesque, hein, pardon du terme. On l'a vu aussi avec d'autres équipes derrière où on avait des bilans catastrophiques, mais le process, il porte bien son nom. On savait que ça allait être compliqué, mais je suis même pas certain que les dirigeants ou que les gens décisionnaires à l'époque pouvaient envisager que ça allait être aussi dur et aussi long et aussi harassant et aussi vous mettez le qualificatif que vous voulez derrière, mais c'était quand même vraiment extrêmement usant, extrêmement ça en devenait ça en devenait ridicule, grotesque à la fin. Donc alors après les contradicteurs, il peut y en avoir et je peux comprendre, vous dire oui, mais ok, mais à partir du moment où on a récupéré Joel Embiid, et là, on a, entre guillemets, obtenu ce qu'on voulait. On a eu notre joueur générationnel, notre joueur qui peut changer la ligue, il l'a été après, mais en tout cas, un possible MVP, un mec, une future légende, etc., etc. Oui, ok. Mais vous avez vu par quoi vous êtes passé pour en arriver à là. Et je termine, pour aujourd'hui, alors c'est plus facile en parlant aujourd'hui, mais quand on se plonge il y a 5 ou 6 ans ou même plus, mais on ne pouvait pas imaginer, mais aujourd'hui, le process est terminé, tout ça. Mais là, niveau rationalité, on en est où en fait? Est-ce que Joel Embiid, il a 3 titres de champion NBA? Est-ce que les Sixers, leur dynastie, elle a explosé depuis tout ça? Mais non, en fait, finalement. Et les Sixers, en fait, depuis quelques années, pour des raisons toujours différentes, toujours diverses, Doc Rivers, le shoot de Kawhi, tout ce que vous voulez, en fait, on s'en souvient plus pour les contre-performances. Donc, très bien le process, très bien d'aller récupérer un joueur générationnel comme Embiid. Mais aujourd'hui, le résultat, il n'est toujours pas là, en fait. Attends, juste pour recontextualiser, les Sixers, c'est Michael Carter-Williams de sélectionner dans les années 2010, comme ça, de tête. Michael Carter-Williams, Nerlens Noel, Jahlil Okafor, Joel Embiid, c'est pas dans l'ordre, Ben Simmons, Markelle Fultz. Oui, on en a parlé un petit peu. Et Joel Embiid, on n'est pas loin, passé pas loin de la catastrophe, puisque les 2 premières saisons, il joue pas. Oui, même la troisième, il fait 30 matchs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et c'est à partir du moment où Joel Embiid, effectivement, joue vraiment, devient un vrai joueur de basket, que ça tourne. Donc c'était aussi des busts monumentaux. Ça, je trouve, pour juste terminer sur ça, moi, c'est le modèle détestable possible, pour moi. Vraiment de creuser pour aller se dire, oui, là, je vais récupérer un super joueur talentueux, tout ça. Mais par rapport à l'épisode qu'on a pu faire mardi, où on expliquait tout le principe de reconstruction, différentes options, moi, je trouve que cet exemple-là, il y en a d'autres, mais celui-là, pour moi, c'est le pire, on va dire, des dernières 10-15 dernières années. Après, on peut remonter peut-être plus loin et les historiques vont peut-être me citer d'autres choses, mais franchement, Philadelphie, c'était relou, Je donne la parole à Axel parce qu'il voulait dire quelque chose et après, moi, je rajouterai quelque chose sur le process. En vrai, j'allais m'enflammer, mais en vrai, ça va. Enfin, Moi, t'avoir coupé. Genre, parce qu'il n'a pas 3 titres, parce qu'ils n'ont pas 3 titres actuellement, c'est pas une. Enfin, comment dire? Non, mais je veux dire, oui, mais quand tu fais une reconstruction, c'est pour te dire, t'ambitionnes pas une reconstruction pour être 4e de la conférence et te faire dégager à chaque saison en demi-finale de conf. Quand tu pars sur une reconstruction, c'est te dire dans 3, 4, 5, 10 ans, je vais être champion NBA. C'est quand même je veux dire, quand tu es en NBA, quelle que soit ta franchise, ton objectif final, c'est d'être champion. Je pense qu'on non, pas toutes les franchises veulent être champion. Non, mais à des moments plus ou moins, à des temporalités plus ou moins diverses. Mais je veux dire, même si on prend le sport en général, quand tu es un sportif,
Le Tu veux but d'un gagner. sportif, c'est de gagner un titre. Je sais pas, ou alors on n'a pas la même non, vision je du suis pas sport, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est un autre podcast. Mais pour moi, quand tu es sportif, l'ambition, c'est d'être le meilleur. C'est le meilleur individuellement, le meilleur collectivement. Et le meilleur collectivement, c'est de remporter un championnat, un titre, une coupe. C'est trop dur de gagner un titre pour dire que tout le monde. Il y a enfin, je veux dire, Il si y a t'es un une seul équipe, champion par an. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, genre, mais par des exemple, tu vois, le généralités comme ça, on process. peut en sortir 40. Ouais, bien sûr. Le process, enfin, en fait, j'estime que avec toutes les blessures, les mauvais choix, les machins, ça, c'est encore, c'est à part. Mais le fait qu'ils aient pas de titre, pour moi, c'est pas nécessairement comment dire, le contraire de réussite, Un échec. Échec. un échec. Parce qu'effectivement, là, oui, là, quand tu vois tout le panel, ouais, les blessures, Embiid pendant 3 ans, il n'a pas joué. Effectivement, c'est un échec. Mais je sais pas. Pour moi, c'est pas parce qu'il n'y a pas un titre que c'est un échec, en fait. Ah, mais si tu es fan de Philadelphie et que, regarde, tu as vécu tout le marasme, là, 9 victoires, 12 victoires, machin. Tu as eu tous les tours de draft dont parlait Yannick, les busts, les mecs qui ont été blessés, des mecs comme Ben Simmons qu'on attendait super haut et qui n'ont jamais rien fait. Ouais, Tu bien continues sûr. à être fan. Tu as Joel Embiid qui arrive. Déjà, il joue pas pendant 2, 3 saisons. Il commence à jouer. Il gagne des matchs. Il devient MVP. Mais il n'y a pas la finalité. Mais je sais pas, moi j'aurais adoré qu'on ait un fan de Philly pour en parler, mais tu te dis, mais pardon, mais merde en fait. Ça fait Ouais, 10 ans, ça fait 15 ans que je me coltine mon équipe préférée de cœur pour des raisons X ou Y, et je n'ai même pas la chance de pouvoir les voir au mois de juin en finale, tu vois. qu'il y a des désillusions. Parce Ah, qu'il mais y a l'affaire Ben Simmons, les blessures, enfin voilà. Je veux dire, demain, le Thunder, là, ils ont tanké pendant assez salement, pas comme le process, mais oui, c'est pas comme eux, ouais, c'est ça en fait. si demain, je dis une connerie, là, sur les 2 prochaines années, ils font pas mieux que demi-conf, tu seras, pour moi je toi, te c'est pas une dirais, réussite. non, moi je te dirais, c'est la limite, on en parlait mardi, c'est Non, la c'est une limite de réussite. la Tu peux, il y a enfin, je veux dire, donc s'ils sont pas champions, c'est pas une réussite. Dans le cas du Thunder, là, par exemple. Au moins moi, une finale NBA, au moins une finale. Ouais, Au moins une finale. c'est ce qu'on Parce que disait. là, en fait, si tu veux. Alors, et moi, je vais en venir là-dessus. Pour moi, le point, c'est que quand tu fais ça, le tanking de l'extrême, ok, tu as le droit. C'est ton choix, c'est un choix stratégique. Tu fais exprès de perdre, tu accumules les tours de draft. Tu as un bon joueur. Regarde, Jrue Holiday, qui est un sacré bon joueur, qui est champion NBA, parce que dans toutes les équipes où il va, il les transforme en contender direct. Et tu as Jrue Holiday, tu le transfères pour récupérer des tours de draft. Non, le process, c'est encore un autre. Comment dire. Là, eux, ils sont au-dessus, c'est le soleil. Oui, voilà. Vucevic, tu vois, tu trades Vucevic pour récupérer des tours de draft. Ok, t'accumules. Résultat des courses, tu perds des matchs. Et je suis désolé, mais si le shoot de Kawhi contre Toronto, il tombe dedans, c'est pas un hasard. Au bout d'un moment, quand tu as autant la loose, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que tu as créé les conditions pour que ton équipe ait la loose après elle. Alors, à part aller à Lourdes, te baigner, je vois pas comment tu peux te décrocher de la culture de la loose comme ça. Parce que le point commun entre un fan des Celtics et des New-Yorkais, c'est se cracher sur Philadelphie. grave. Et on peut dire la même chose des fans de Washington, de Philadelphie. On déteste ça, mais pour d'autres raisons, après. Mais des plaisanteries mises à part, moi, si tu veux, j'aimerais. Enfin, Philadelphie, c'est une équipe, tu vois. Joel Embiid, c'est un joueur que j'adore, qui est générationnel. Mais, mec, tu gagneras jamais rien avec Philadelphie parce que dans ton équipe, c'est la loose accrochée à eux, quoi. Parce qu'ils ont mis cette culture-là. Et je me souviens de Michael Jordan en 86. Il revient de sa blessure du pied, il fait exprès de gagner, il fait péter les minutes, et il dit non, mais moi, il n'y a pas moyen qu'on joue pour un tour de draft. On va en playoff, même 8e. Et il tape son record de points au Boston Garden, n'est-ce pas, mon cher Cédric? Tout à fait, premier match en playoff, premier tour des playoffs. Ouais, le deuxième. Larry Bird a dit qu'il avait vu Dieu sur le terrain. Ouais, Dieu s'est déguisé en Michael Jordan. Et tu vois, il a refusé la défaite de perdre exprès pour ça. Et tu peux pas accepter ça. Et moi, ma franchise de cœur a accepté de perdre
Et moi, si tu veux, quand tu sais qu'au mois de décembre, ben, tu vas plus regarder les matchs parce qu'il n'y a rien, mais vraiment, il y a rien, parce que tu as des contrats qui te plombent, parce que ta franchise a mal travaillé, putain, la saison, elle est longue, quoi, jusqu'au playoff. Mm. Mais si au moins, tu vois, enfin, une saison, ça va. Mais quand c'est 3, 4, 5 saisons, c'est lourd, quoi. Et ta seule éclaircie, c'est un gars qui est venu de nulle part, qui te met une série, tu vois. Typiquement, l'Insanity, pourquoi Jeremy Lin a été connu à l'époque, c'est parce que c'était la seule éclaircie en 10 ans du côté de New York, quoi. Et donc, ton seul moment de plaisir, ça a été d'avoir Jeremy Lin, quoi. Jeremy Lin. Le gars, il est champion, lui. sur ce terrain-là. Ah putain, ouais. Et grâce à New York, qu'il a mis en lumière pendant 10 jours, quoi. C'est les États-Unis d'Amérique, hein, c'est la NBA. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc, tu vois, c'est pour ça que moi, le process. Process. On en revient. Et Embiid était extrêmement drôle. Surtout, il était connu surtout pour envoyer des tweets à Rihanna comme quoi il voulait la choper, quoi. Non mais enfin voilà. Il a un peu trop la main chaude sur les réseaux sociaux, lui. Oui. Il m'a un peu trop parlé. Grave. C'est là où on en revient un peu à la limite des reconstructions, ce que je disais un petit peu mardi, c'est que t'es sécurisé en fait, t'es sûr de rester là dans cette ligue. Donc du coup, même si tu fais des mauvais choix, même si t'as des gens incompétents, c'est pas grave, ta franchise, elle prend de la valeur tous les ans grâce au travail des autres. Donc c'est un peu... la limite, quoi. La limite de ce principe de ligue fermée qui a beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que celui-là, il est discutable. Oui, mais après, ça permet de développer du jeu et tu sais, pas avoir un jeu restrictif aussi. La ligue fermée fait ça aussi. Ça permet d'être sûr que tes joueurs. Après, il y a toujours le côté de la draft qui permet normalement de rééquilibrer, qui doit rééquilibrer. Mais, mais concrètement, quand tu regardes l'historique de la draft, tu as beaucoup plus de mauvais choix à la draft faits par des professionnels qui sont des experts du recrutement national et international dans leur pays que des bons choix, en fait, tu vois. Mais c'est normal, c'est normal. Ah oui, mais tu choisis 60, la draft n'est pas, ouais, mais la draft n'est pas une certitude. La draft n'est pas, c'est pas parce que tu as le premier tour de draft que tu vas faire le meilleur choix, quoi, en fait, tu vois. Il y a trop de choses, il y a trop de paramètres pour. Est-ce que pour ça, du coup, tout miser ta reconstruction que sur la draft, moi je trouve ça suicidaire en fait. Tu vois. Mais t'as pas le choix. Mais tu es obligé de passer par la draft ou d'utiliser des tours de draft dans des trades et tout ça. Mais tout miser que sur la draft, c'est pas possible en fait. Tu peux pas, quoi. On en parlait mardi, mais il y a des fois, il y a des marchés où tu peux pas tirer des free agents, où tu es obligé de faire des trades. Et comment? C'est en ayant des joueurs qui ont de la valeur. Et effectivement, s'ils ont été draftés haut, ils ont plus de valeur. C'est-à-dire que tu vois, tu as plus de chance, t'as quand même plus de chance avec un 5e choix que un 2e tour, tu vois. Demande à Cleveland s'ils ont réussi à trader Anthony Bennett et qu'est-ce qu'ils ont réussi à avoir une part en échange, quoi. Parce que ça, c'est le boss. Oui, mais il y en a plein des comme ça. Oui, mais il y a aussi des réussites. Je suis désolé. Ouais, mais si tu regardes, je suis sûr, tu fais le pourcentage des échecs et des réussites, il y a plus d'échecs à la draft que de réussites, quoi. Pour les top picks, je suis pas d'accord. Pour les top picks, tu prends les 4. Sur les 4-5 premiers. C'est normal. Ouais. Je pense que tu prends les top 20 de chaque draft par année, je sais pas, je vais dire, là je dis sans savoir, hein, mais tu as peut-être 2-3 buzz par année. Non, mais attends, si tu es top 20, si tu as le 20e choix, ça veut dire que tu peux faire quand même une belle saison. Ça veut dire que tu peux avoir un effectif compétitif, que tu n'es pas obligé de tout détruire. Là, on parle de reconstruction. Il faut être sur le top 5, tu vois. R à Z, quoi. C'est-à-dire que tu fais comme les Spurs ou les Wizards cette année, quoi. C'est-à-dire tu vires tout le monde, quoi. Tu vois, tous tes meilleurs joueurs, tu les traites, quoi, contre des tours de draft, quoi. Ça, moi, on a encore des joueurs. Tous vos joueurs, vous les avez bazardés, quoi. Ouais, on avait un seul joueur de basket. Ouais, non, mais oui, après. Tu vois? Oui, effectivement. Tu parles de Chris Paul? Je trouve que c'est too much, en fait. Tu vois? Et après, pour aller dans ce que dans
dans l'argument de Cédric sur tout remiser sur la draft, c'est suicidaire. Peut-être pas suicidaire, mais en tout cas, c'est très risqué. C'est ce que disait un petit peu Axel dans l'épisode de mardi, c'est que donc tu joues par la draft, tu récupères un top 1, top 2, top 3, peu importe, dans les top 5. Mais si derrière, donc tu as récupéré le bon joueur, ok, super, bravo, on te félicite. Mais si derrière, tu n'as pas l'organigramme, tu n'as pas l'organisation, tu n'as pas les bons coachs, tu n'as pas la bonne structuration pour accompagner ton jeune joueur ou tes jeunes joueurs pour un projet plus long terme, et on va t'applaudir parce que tu as récupéré un super joueur générationnel top 2 ou top 3. Mais si tu ne sais pas l'accompagner derrière, si tu ne sais pas construire intelligemment autour de lui, ça aura servi à quoi cette étape de reconstruction par la draft? À rien en fait. Donc la draft est un élément important, voire majeur, mais si derrière, tu as l'intelligence et les gens autour pour passer à l'étape d'après, tu vois, et il y a des franchises, et ce que tu disais un petit peu Axel mardi, si je dis pas de bêtises, mais n'hésite pas à me contredire, que tu as peut-être des franchises à l'heure d'aujourd'hui, on n'irait peut-être pas miser sur on parlait de Victor Wembanyama, on est très content qu'il soit aux Spurs, s'il avait été dans une autre organisation où on voit quand même que les joueurs jeunes passent, mais ça tient pas, c'est peut-être parce que les professionnels qui sont derrière ne font pas correctement leur job. Ah, complètement. Je suis désolé, mais genre quand on parle, parce que du coup, pour rappeler mon propos, que par exemple, je sais pas, t'es top 20 de draft, t'es une équipe qui joue le titre, je dis une connerie, hein. Très souvent, les jeunes, soit ils jouent pas, parce que ils sont en G-League toute l'année, alors que c'est pas des mauvais joueurs, hein. Après, G-League, là, je vais un peu loin, mais ils sont pas dans... Parce qu'il faut qu'ils rentrent dans une case, du coup. Oui. Alors que Gene Coney, je prends un exemple récent, Tyrese Haliburton, à Sacramento, c'est un remplaçant. Il est en second unit. Alors, il est derrière De'Aaron Fox. Hein. Voilà, de mémoire, il a, entre guillemets, une hype parce qu'il fait des bons matchs, mais c'est jamais un titulaire. Il est tradé, ça devient... Alors, là, c'est en train de se passer, donc on va pas... Mais c'est le meilleur joueur de son équipe. Oui. Ah bah oui. C'est aussi une question de contexte, c'est que les très bonnes équipes, elles passent pas par la draft, elles ont des top 20-25, et tu peux trouver des joueurs générationnels en 25, mais il faut les faire jouer. Et t'as pas forcément la place. Typiquement à Boston, je vois pas demain un top 20 draft jouer dans votre équipe. Parce que vous avez vous êtes j'ai pas le mot. Vous êtes stack à fond, votre équipe, elle est... Vous avez des boards de partout. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, regarde, quand tu vois que Luke Pritchard va passer tous les playoffs sur le banc, ou alors quand il va se lever, c'est pour retourner les serviettes, voilà. Hein. Luke Pritchard. Ah, Peyton. T'as mélangé les. Luke Cornet et. Tu vois, et en fait, les deux, tu vois, avec les deux, tu fais un joueur. Mais ouais, t'as. Bon, après, Boston n'est pas dans une phase de reconstruction non plus. Hein, oui, non, mais oui, bien sûr, oui. Mais Boston a été hyper intéressant parce que tu vois, ils ont su trader au bon moment sans avoir de creux. Ça fait depuis Garnett qu'ils n'ont pas eu de vrai creux. Ah, mais ça, c'est extrêmement rare, ces équipes-là. Je pense que c'est sur le doigt d'une main qu'on peut compter les franchises où il n'y a jamais vraiment eu de gros down, tu vois. Je sais pas, Cédric, toi, tu connais l'histoire de des équipes qui arrivent bien à se maintenir et qui arrivent, soit où les Warriors, comme on disait mardi dernier, qui ont eu des blessures et du coup, tu peux, tu vois, ils ont su faire l'impasse sur une saison. Mais du coup, leur legacy, elle peut continuer. Ils ont toujours leur noyau de vieux et ils ont aussi des jeunes prometteurs qui sont en train de progresser au fil des saisons. Quoi. Et c'est là où tu vois, où tu n'es pas obligé forcément de tout détruire. Quoi. En fait, moi, c'est le côté, tu vois, de tout. Je trouve qu'il y a une hype de nos jours où si on détruit tout et qu'on repasse par la draft, alléluia, on est sauvé. Mais non. En fait, ton effectif, il faut le construire au fil des années. Il faut créer des affinités entre les joueurs. Il faut qu'ils travaillent les systèmes, qu'ils s'habituent à jouer ensemble. Et tout ça, ça se fait pas en 6 mois ou en une année, quoi. Chris, tu fais quoi? Attends. Chris, non, mais c'est juste parce que je suis totalement d'accord avec Cédric et parce que en fait, c'est la société telle qu'elle est aujourd'hui, en fait. Il faut de l'instantanéité. On ne laisse plus le temps au temps, en fait. Alors, c'est très philosophique ce que je dis, mais on ne laisse plus la place au temps. Il faut les résultats tout de suite. Si au bout de 6 mois, tu n'as pas été bon, si au bout de 2 ans, voilà. Donc, laissons le temps, laissons les jeunes prospecter, faire leur travail, laissons les gens bosser sérieusement et prendre le temps d'eux. Alors, il ne faut pas que ça dure 15 ans non plus, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que je te rejoins complètement, Cédric. Aujourd'hui, on a presque l'impression que
si t'as pas fait, si t'as pas été bon pendant une saison et demie, allez vas-y, il est où le bouton, on appuie. Il faut tout reconstruire, il faut tout casser, on change de coach, on change de propriétaire, allez, on va garder la superstar et autour, on va tout casser. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Les dynasties NBA, les équipes qu'on retient dans l'histoire, c'est des équipes où les projets se sont maturés à long terme. Ouais. Bah, les dans Lakers, la grande Quand, partie. Dans la quand grande- Magic il arrive aux Lakers, il y a déjà un noyau dur. Quand Tim Duncan arrive aux Spurs, il y a déjà une équipe qui Bah peut. oui. Et quand David potentiellement Robinson championne, arrive, tu vois. quand David Robinson Y a rien. arrive à San Antonio, Il n'y a rien. Oui, mais après, tu as Il y toujours avait des déjà bons des bons exemples, joueurs, Yannick. quand même. Toujours des exemples, c'est ça. il y avait Terry Cunnings. Oui, mais si, gaucher. tu vas nous sortir un contre-exemple et on va t'en citer 5 tu vois, d'exemples de durabilité. et Yannick, de- j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a que 3 joueurs dans toute l'histoire de la NBA qui ont réussi, en arrivant en NBA, donc dans leur saison rookie, à faire une augmentation de 30 victoires de leur équipe par rapport à la saison d'avant. C'est-à-dire qu'ils avaient un. Robinson, Duncan. Non, Robinson, Duncan, Karim il fait- Abdul-Jabbar et le troisième, c'est Olajuwon, je crois. Je sais plus. Non, Non, pas Olajuwon. Houston, ils étaient pas. Il y avait Thompson, donc non, je crois que. Non, pas Olajuwon, non. Et Larry Bird, si je suis bête. Larry, forcément. Larry Legend. Ah ouais, Larry Legend. Et toi, c'est très rare d'avoir ce talent-là, toi, à la Victor, on va dire, entre guillemets, même si au niveau des résultats cette année, c'est pas là, mais on le voit bien qu'au niveau du talent et le potentiel du joueur, c'est phénoménal. Mais ça reste des moments uniques dans l'historique des joueurs NBA, quoi. Ça arrive pas toutes les décennies, quoi. Ah, mais complètement. Moi, je suis. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour moi, en fait, si tu veux, l'exemple que voulait lancer Axel, on va en parler. Quand tu es Chicago, tu fais quoi là aujourd'hui? Parce que tu es dans un entre-deux. Tu as des joueurs avec des contrats expirants, tu as des joueurs, tu as ton joueur star qui est blessé, et justement, tu commences à gagner des matchs. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu restes dans le ventre mou et. Bah ouais, mais tu peux pas rester dans le ventre mou parce que dans le ventre mou, parce que tu vis sur la légende des années 90 et que Chicago. Depuis Derrick Rose, ils sont dans le ventre mou, hein, donc ça fait longtemps. Hein, ça fait. Ah ouais, mais est-ce que même pas aller en finale NBA? On en revient à ce qu'on disait mardi. Est-ce que le propriétaire a envie que son équipe C'est soit ça. T'as une mauvaise direction. À la tête du chapeau, t'as quelqu'un qui ne gère pas aucun risque de perdre, de te faire exclure de la ligue. Ça. Et t'as aucun risque de perdre de l'argent, puisque quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau dans la ligue, tu vas gagner de l'argent tous les saisons. Tu vas vendre du maillot taureau, parce que tu vois, ça reste. Tout le monde connaît. C'est vrai, tout le monde connaît. Je veux dire, tu vas dans la rue, tout le monde connaît, et tu vas en croiser 10, et sur les 10 qui vont porter, tu en as 8, juste parce que c'est le look, tu vois, c'est le logo. Je suis bien placé pour le savoir, juste parce que à Boston, ça fait que 3 ans maintenant où le propriétaire a décidé de lâcher les bourses, mais jusqu'à présent, ces dernières années, à Boston, il fallait rester sous la luxury tax, quelles que soient les décisions et quel que soit le niveau, quoi. Et on te fait croire qu'on veut être champion. Tu vois, donc il y a ce qu'on te vend en début de saison. Oh, regarde, j'ai un bel effectif, c'est prometteur, il y a plein de jeunes ou machin. Et puis, il y a vraiment ce que le propriétaire veut en dessous, ce qu'on ne sait rarement, quoi, en fait. Moi, j'ai une question par rapport à. Je reviens sur les Bulls. Est-ce que maintenant, on peut réhabiliter, du coup, la vision de Jerry Krause et quand il disait que c'était pas les joueurs qui gagnaient les titres, mais les front office? Parce qu'il n'a pas hésité à trader le meilleur ami de Michael Jordan, qui était Charles Oakley, pour récupérer Bill Cartwright contre l'avis de sa star. Pour après récupérer Scottie Pippen et monter un effectif pièce par pièce. Ouais. Après, c'est quand même les joueurs sur le terrain qui vont faire le job. Mais pour ça, il faut que tu aies un management, il faut que tu aies un staff. En fait, c'est les strates dont on parlait mardi. Ouais. Les joueurs, c'est le dernier maillon de la chaîne, tu vois. Mais pour avoir des joueurs qui sont à fond dans le projet, qui veulent se donner, qui ont la niaque, il faut que tu aies un coach qui soit quand même un minimum réfléchi, intelligent dans son projet, et il faut qu'il ait les joueurs avec lui. Donc, pour avoir les joueurs, il faut que tu aies un général manager, un président des opérations basket, toute une hiérarchie organisée avec une vraie réflexion. Et on se dit, c'est vers là qu'on veut aller. Après, ils auront tort, ils auront raison.
ça c'est différent. Mais pour l'exemple de Chicago, comme tout en haut, le président, il fait nimp, et ben comment tu veux que les strates du dessous puissent faire un travail intelligent? C'est pas possible. Et puis en plus, pour continuer sur cette exemple des Bulls, quand il y a Karnisovas, alors je sais pas s'il arrive quand il fait les trades, mais je crois qu'il arrive depuis pas longtemps. Quand la trade 3 ans, quand à la trade deadline, ils font les moves là où ils ramènent Vucevic, où ils ramènent, ils font leur entre guillemets super team. Enfin, désolé, mais t'as pas besoin d'être Einstein pour savoir si cette équipe elle va pas être championne. Enfin, ok, il fait une. Sans la blessure de Lonzo, je sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Ils étaient en tête de la ligue quand Lonzo était là. Hein. Ouais, après oui, c'est des si, donc c'est vrai que ce débat, on peut aller dans les deux sens en soi. Oui. Mais pour en revenir à ça. Ils étaient compétitifs au moins. Hein, tu vois, de là à dire est-ce qu'ils auraient gagné un titre, je sais pas. Mais c'est ce qu'on veut, donc apparemment. Non, mais à part. On gagne pas de titre en plus, donc. Non, finale NBA au moins quand même. Non, mais une finale de conf. Est-ce que déjà une finale de conf c'est déjà pas mal parce que tu vois, on parlait du process tout à l'heure, même une finale de conf, je crois qu'ils débouchent le champagne, ils mettent une bannière du côté de Philadelphie. Non mais ça fait tellement longtemps. Mais ouais, en plus c'est ça aussi qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est que selon les franchises, t'as des attentes. Moi je suis désolé. Les standards différents. Ouais, voilà. Boston, effectivement, si, je sais pas, 2 ans de suite, ils finissent au premier tour, ça va être un échec de malade parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais si l'année prochaine, dans 4-5 ans, les Wizards, ils font 2 fois demi-conf, on va être content. On va se dire, super, ça fait longtemps. Ça fait depuis Bradley Beal, John Wall, Otto Porter. Oui, depuis, j'ai jamais l'année, mais ouais, voilà, c'est ça. 2016. Mais ça dépend des franchises aussi, de l'histoire de la franchise. Regarde, t'es les Clippers. En plus, t'es les Clippers, t'as le voisinage qui pose problème. Alors, le voisinage pendant encore quelques semaines. Après, c'est terminé. Mais en plus, t'as le côté miroir, tu vois, des Lakers où, quand tu regardes le nombre de bannières des Lakers et quand tu regardes les Clippers, tu vois, il y a un effet aussi. T'as pas honte, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, tu dis, oui, mais tu vois, t'as une des franchises légendaires, une des 2 franchises les plus connues au monde, et toi, t'es le petit frère à côté qui galère pour faire une finale de conf, tu vois. Et c'est pour ça que Doc Rivers avait demandé que pendant les matchs des Clippers, les maillots retirés des Lakers et les bannières soient cachés. Ça, c'est normal en vrai. Enfin, je sais pas, t'es censé être à domicile. C'est pas l'époque, quoi. Donc, moi, juste pour les Clippers, juste une petite parenthèse. La reconstruction, on en a parlé longuement mardi. Mais tu vois, eux, ils sont dans un format un peu hybride. Ils ont des stars, tout ça. On ne sait pas trop où ça va. Ils sont contenders. Mais je pense vraiment que l'aspect où ils vont changer de salle, ils vont changer d'identité aussi. On a vu des nouveaux logos, une nouvelle communication. Ça peut être... Alors, c'est une étape extrêmement rare dans une vie de franchise NBA. Mais je pense que ça peut être un élément fondateur pour eux. Alors après, il faut qu'il y ait pas de blessures et tout ça, etc. Ça, évidemment, c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Mais je pense vraiment que ce côté, on va quitter le nid de Los Angeles, on va quitter en fait la salle des Lakers, mais ça a toujours été le cas, pour créer nous-mêmes notre identité. Ça peut être une étape fondamentale pour la suite pour eux. Et pourtant, les Clippers, j'aime pas. Mais c'est une étape fondamentale. Désolé, mais... Après, le travail qui a été fait aux Clippers depuis 3-4 ans maintenant, sans les blessures, on ne sait pas. Bien sûr. Tu vois, Bien sûr. Moi, j'aurais aimé voir cette équipe au complet en play-off. Et je pense qu'ils ont eu une bannière au moins d'accrocher sur les 4 dernières. On parlait de la loose tout à l'heure. Eux, accrochés à eux depuis qu'ils sont arrivés à Los Angeles, quoi. Parce que t'as toujours un truc qui arrive, quoi. C'est pareil, c'est un peu comme Philadelphie. Ils ont la loose accrochée à eux. Mais pourtant, ils ont fait des bons choix, ils ont fait des bons investissements. Enfin, tu vois, le travail a été fait. On voit bien que le proprio est prêt à investir à fond. Le general manager, c'est Jerry West, si je ne dis pas de bêtises. Non, il est juste dans les bureaux. Il est un peu vieux maintenant. C'est Lawrence Frank qui est président des opérations basket, je crois. D'accord. Mais enfin voilà, on sent qu'il y a, tu vois, il y a une énergie positive en fait, malgré les résultats qui sont toujours en attente, quoi. Ah oui, mais complètement. Attends, je vais juste regarder. Je crois que c'est Lawrence Frank. Je dis pas de bêtises.
Les Clippers. Voilà, ouais, comme ça, donc ça dépend de la franchise aussi. Oui, c'est ça. Comme tu l'as Demain, dit. les Warriors, quand la dynastie, parce que ça va se finir un jour, à un moment, si tant est que ils vont commencer à tanker, à être obligés de tanker, d'être une équipe, ça va être long pour les mecs qui suivent les, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les Warriors. Il y a toute une génération qui est fan des Warriors. Là, quand ça va devoir plus jouer, ils vont être impatients, les mecs. Mais tu vois, les Warriors, j'ai très très envie de ça juste pour chambrer mon fils. Hein. Oh ouais, non, mais super. Mais tu vois la capitalisation des franchises. Les Warriors, c'est une des équipes NBA les plus valuables en termes de business et même d'un point de vue de toutes les ligues américaines. Alors, le foot US, c'est majoritaire. Je crois que c'est Dallas qui est l'équipe la plus importante en termes de value. Mais je crois que les Warriors, ils sont. Alors, on n'a pas le montant, mais si on fait le déroulé 1, 2, 3, 4, 5, etc., les Warriors, attention, c'est du gros niveau. Et c'est clair que la chute, quand elle va avoir lieu, elle va faire mal. Hein. En fait, eux, c'est par rapport à leur position géographique. Alors là, c'est encore le financier qui parle. C'est parce qu'ils sont basés à San Francisco, qui est devenue une ville hyper hype avec la Silicon Valley. Donc en fait, c'est pour ça aussi. Il y a plein de paramètres aussi. Mais bon, je pense que Stephen Curry a dû aider aussi. Tu vois. Ah oui, complètement. Ouais, mais économiquement, toi, le fait qu'ils aient construit leur salle, tu vois, on en revient un peu à l'exemple des Clippers, ils ont profité des résultats positifs et des titres pour investir, pour avoir leur salle, pour avoir leur business, tu vois, et du coup avoir leur rentrée d'argent. Et là, maintenant, ils récoltent. Et du coup, ils peuvent se permettre de payer la plus grosse luxury tax de la ligue. Ils continuent quand même à faire de l'argent, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, ils ont quand même extrêmement bien travaillé. Alors maintenant, on va regarder parce qu'ils n'ont plus le même general manager. C'est plus Bob Myers. C'est Mike Dunleavy Jr. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Je suis pas convaincu qu'ils aient gagné au change, mais on va voir. Bon, un peu de changement, ça fera pas de mal. C'est bon. Ils ont gagné. Place là, ça y est. Un peu de vert en haut, ça sera bien. Non. Du vert. Comment énerver l'équipe du vendredi? Ouais, peut-être le maillot dégueulasse des Wolves, là, le vert, là, dégueulasse. Le vert City Edition horrible, là. C'est vraiment le pire. Ouais, mais là, on parle de avec City maillot Edition, Malabar, mais pour donner une hype à une équipe, c'est pas mal ça. Hein. Les maillots City Edition, ils ont fait pas mal de choses. Hein, oui, il y a des franchises, clairement. À Miami, typiquement, c'est la meilleure success story des City Edition. Oui, on parlait d'équipes qui se construit, c'est un super exemple. Miami, avec Pat The Rat, Pat Riley a créé quelque chose depuis les années 90 parce que c'était une franchise qui avait à peine 10 ans et il a créé une école hit. Tu vois, n'importe quel joueur avec hit, on n'en a pas parlé, mais en termes de construction et de franchise, c'était quand même fabuleux, quoi. Alors, ok, dans les années 90, c'était pas la même chose, mais il a su surfer sur la vague et chaque fois qu'il y a eu un événement contraire, il a réussi quand même à tirer le maximum. Et eux, avec la free agency, ils ont profité du fait d'avoir Dwayne Wade pour récupérer LeBron James et Chris Bosh. Et après, c'est parti. T'as Ray Allen qui est arrivé et tutti quanti, quoi. Après, sans vouloir remettre en cause le talent de Pat Riley, si le Heat était à Vancouver... ça serait moins. Miami, ça aide bien, quoi. Genre, en plus, ça permet tout un truc, Miami Vice, tout ça. Genre, vraiment, c'est. Ouais, mais regarde à côté, la franchise à Orlando. Ouais. Il n'y a pas eu non plus. Toi, ils ont été créés à la même époque. Ouais. Il y a même 89. 88 la même longueur. Enfin, toi, Orlando a eu des bons passages quand même, mais. Oui. Grâce à la draft. Au moins une identité magique, tu vois, alors que tu parles du 8, tout de suite, oui, il y a une patte. Riley. Ah, Magic, ouais, je vois, oui, quand même, c'est pas le même niveau, c'est clair, mais. Wow. Ouais, mais Orlando, le projet a Orlando revise cette année, enfin, tu vois, mais. Ouais, mais c'est après Magic, après Shaq et Penny. Dwight Howard, la période Dwight Howard. Ouais, Dwight Howard aussi, pardon. Mais à coup de pas. Avec Michael Pietrus. On se rappelle. T'as dit ça comme si c'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Attends, moi qui suis Liboujo, qui cite un palois, c'est bon. Hein. Alors, quand même, punaise. Non, mais oui, c'était le Kobe Stopper.
bon, on a vu ce qui s'est passé, quoi, 4 ans. Mais ouais, c'était un bon exemple. Et moi, il y a aussi une autre équipe que j'aime beaucoup dans la stabilité, c'est les Pacers. Alors, OK, ils sont toujours ventre mou, mais ils arrivent toujours à construire des belles équipes, des équipes intéressantes. Ouais. Tu vois, ils sont jamais passés, ils ont jamais eu de gros pics à la draft, mais ils arrivent toujours à maximiser leurs joueurs et à bien les trader pour avoir et mettre des contrats très bons sur les joueurs, c'est-à-dire jamais surpayer des joueurs et se traîner des boulets aux pieds, quoi. Et puis quand on pense qu'ils sont un peu surpayés, je pense à Bruce Brown il n'y a pas longtemps, il est déjà reparti. Donc ils ont Ouais. fait leur tambouille, ils ont ramené ce qui. Donc ouais, c'est d'accord. Ouais. J'aime bien ce qu'ils font. Tu es obligé d'avoir une réflexion et toujours pareil, une structure haute, intelligente quand tu es une franchise comme Indiana, parce que comme on l'a dit mardi, tu pourras jamais faire venir une superstar dans l'Indiana, tu vois, c'est pas possible. Le marché est pas assez porteur, c'est pas assez clinquant, c'est comme ça, c'est la géographie, c'est la culture, c'est voilà, c'est peut-être une injustice pour certains, mais c'est ainsi. Ouais, ce qui vient Donc, de l'Indiana, hein, n'est-ce pas Cédric? Ce qui vient de l'Indiana, bof. Ah si, Larry était bien quand même. c'est le contre-exemple, mais il vous a un peu servi. Il nous a un peu servi. Mais il fallait qu'il garde son tracteur tous les jours sur le parking avant les matchs. Hein, donc, Mais donc voilà, tu es obligé Donc, il a d'avoir payé. t'es obligé d'avoir des gens dans les bureaux intelligents pour, comme tu l'as dit, pas surpayer, être dans la réflexion, parce que tu peux pas te dire comme si tu es à Los Angeles ou ailleurs, te dire bon bah voilà, avec mon côté clinquant et les étoiles que je vais mettre dans les yeux des stars, je vais les faire venir et après on verra comment on construit. Tu peux pas dans ces franchises-là, c'est pas possible. Donc il faut, si en plus tu te traînes le boulet d'avoir un management catastrophique, bon bah tu restes pendant 30 ans dans les bas-fonds de la ligue, tu vois, mais c'est pas possible. Tu vois. Ouais, clairement. Mais c'est un très bon exemple où ils ont eu quand même des gros drames dans la de construction d'équipe, hein. Le Malice au Palace, ils avaient une équipe pour jouer le titre avec les suspensions, tout ça. Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal. Ouais, c'est un des plus gros motifs de l'histoire, quoi. S'il n'y a pas ça, enfin, est-ce qu'ils vont pas au titre sans trader ou ils ont tradé pour un Jermaine O'Neal très jeune et tout ça, quoi. Donc c'était un des gros motifs. Ils ont toujours très bien travaillé. Même dans les années 90, hein, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Bulls. Ouais, mais ils tombaient sur les Knicks. Ouais, ils étaient à 2 doigts de passer les Bulls, quoi. Donc, ouais, mais à 2 doigts seulement. À 2 doigts seulement, oui. Bah oui. Passé. La légende, quoi. Et oui, et puis bon après Reggie Miller, à part être né un 24 août, enfin voilà quoi, il a pas d'autre qualité quoi. Que ça. Mais en fait, quand on l'a depuis, on a cité quand même un paquet d'équipes, hein, tu vois, avec des process différents, des étapes différentes, des ambitions différentes, etc. Mais on en a listé un bon paquet, en fait, là, dans l'histoire NBA. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au départ. Quasiment toutes les franchises, à un moment donné, ont dû ou sont en train de passer par cette étape de reconstruction. Oui, c'est ça. Mais après, on est toujours dans la même chose. C'est des visions de franchise. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux faire et par quels moyens? On sait que tout le monde ne peut pas être bon en même temps. C'est la gestion des temps faibles. On va enchaîner parce qu'on a quand même déjà fait presque 50 minutes aujourd'hui. Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous et qui a été abordé en filigrane avec vous, l'équipe du mardi. Le play-in. Est-ce que, par exemple, le play-in a changé la vision de la reconstruction? C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se servent du play-in pour continuer à jouer quelque chose jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on peut quand même accrocher le play-in en ayant eu des trous d'air pendant la saison? Est-ce que justement ça n'a pas relancé de l'intérêt? Parce qu'à l'époque, quand tu avais une franchise sur 2 qui ne jouait plus rien à partir du All-Star, ça poussait pas à avoir une autre réflexion. Si, le play-in a apporté un souffle nouveau sur les places 9 et 10 et c'est très bien parce que quand tu es une équipe avec des jeunes, par exemple, si on prend par exemple l'exemple de Houston au pif, ils l'ont dit cette année, ils auraient bien aimé faire le play-in pour essayer d'aller décrocher un premier tour
pour justement donner cette expérience-là, cette odeur-là des playoffs à leurs jeunes pousses, tu vois. Paradoxalement, on en parlait tout à l'heure, si t'es les Chicago Bulls, bah oui, tu es au play-in et tu vas faire quoi? Tu es dans le ventre mou, tu vas faire un premier tour et ça servira à rien, quoi, tu vois. Donc, il y a du pour et du contre dans les deux. Pour le spectateur, c'est mieux parce que, comme tu dis, ça reste compétitif et du coup, il y a plus d'équipes qui restent compétitives. Mais là, à l'heure actuelle, les 10 des deux conférences sont quasi assurés d'être les 10 au final. Donc, il y a peut-être un petit l'ordre est changement. encore Il peut y avoir un petit changement à l'Est, mais à l'Ouest, ça y est, c'est réglé. Mais à l'Est, il peut y avoir quelques changements. Puis, de toute façon, en fait, quand on a le format du play-in, il profite seulement, en grande partie aux équipes qui, j'ai une bêtise, leur saison régulière, elle est un peu en dents de scie, mais ça reste des équipes, je sais pas, le Heat est passé par le play-in, voilà, ces équipes où la régulière, voilà, t'as des trous d'air, mais les équipes qui sont mid de base, aller au play-in ou pas y aller, en soi, je veux dire, je pense qu'ils sont assez pragmatiques pour se dire que, ouais, ok, on va au play-in, admettons, on gagne le play-in, au premier tour, les gars, ouais, je fond, hein. Regarde, Miami, ils sortent Milwaukee l'an passé, quoi. Ouais, voilà, mais le Heat, ouais, c'est. Et même Atlanta a posé des problèmes à Boston. Ouais, c'est clair. Ouais, et du coup, ça a permis ça peut créer des trucs, ouais, c'est vrai. Je pense que si Boston se fait tancer après, c'est parce que il y a des équipes qui ont regardé la série Atlanta-Boston pour savoir comment les jouer. Et je vais même aller plus loin. Le play-in Minnesota est quasiment l'équipe qui a fait le plus de mal à Denver l'an passé, qui était la plus proche. Ouais, ils sortent quand même tôt. Ils sortent tôt parce que il y a 4 ans, mais dans le contenu des matchs, ils ont été obligés d'y aller, Denver. Et je pense que s'ils n'ont pas ce tour difficile, s'ils sont les mains en haut du guidon, Denver, ils peuvent se faire surprendre sur la suite. Ouais. Après, le play-in, moi, je rejoins le côté compétitif, intéressant pour les fans et tout ça, il n'y a pas de problème. On en parlait aussi avec Simon la semaine dernière c'est pour ça que de ce côté play-in, et ça rejoint ce que tu disais, Axel, aussi, une équipe qui est un peu en dents de scie dans une saison. Simon disait très bien, c'est un peu une bouée de sauvetage. Toi, tu peux te dire, je ne suis pas très, très performant au début, mais c'est pas grave parce qu'il y a le play-in. Après, en fait, le play-in, il peut être intéressant, mais tout dépend de l'étape dans laquelle tu es dans ta reconstruction. Tu vois, l'exemple de Chicago, qui n'est pas officiellement en reconstruction, tout ça, mais oui, comme vous l'avez très bien dit, c'est pour faire quoi? Ça n'a pas grand intérêt. Mais si tu es une équipe qui est en phase t'es dans une phase de reconstruction où tu es en développement de jeunes, où tu te cherches encore un petit peu, tout ça. Avant, comme tu disais, à partir de décembre, janvier, tu n'avais plus rien à jouer quand il n'y avait pas le play-in, quand ça s'arrêtait vraiment aux 8 premiers, et après, il n'y avait plus rien. Là, aujourd'hui, avec le play-in, tu peux te dire, allez, l'effectif, on continue à bosser en janvier, on continue à bosser en février, on continue à bosser en mars, en avril, etc. Pour se dire, on va aller arracher peut-être une place qualificative, on va se générer de l'expérience, on va se donner des matchs couperés, des matchs compétitifs qui vont nous permettre d'évoluer, alors que peut-être avant, quand le play-in n'existait pas, si tu terminais 9e, tu avais la place du con, et du coup, tu n'avais pas cette adrénaline des playoffs, et on sait qu'une équipe et un effectif progresse aussi dans les moments où, la saison régulière, c'est bien, mais tu prends de l'XP aussi quand tu arrives dans les matchs couperés, dans des matchs à élimination directe. Donc, le play-in aussi peut être extrêmement intéressant, mais tout dépend où tu te situes dans ton étape, dans ton projet, tu vois. Pour corroborer ce que tu dis, regarde 2 équipes qui sont battues pour aller au play-in jusqu'au bout l'an passé et qui aujourd'hui sont au top à l'ouest, c'est Minnesota et OKC. Et du coup, ils ont créé des runs l'an passé. Alors bon, il y a eu la fameuse altercation de Rudy Gobert, mais derrière, c'est parce qu'ils ont été en équipe jusqu'au bout, quoi. Et après aussi, à contrario, après ça c'est des exemples précis, mais tu as des équipes, comme tu disais, Chris, où ça dépend à quel niveau tu es ta reconstruction, mais je me souviens très bien de la première année, il y a eu le play-in. Charlotte se sont pointés au play-in, ils ont pris -30.
Et voilà. Et est-ce qu'on est avancé? Non. Ouais, mais c'est Charlotte aussi, d'un autre côté. Ouais, Qu'est-ce que ça t'en coûte, Charlotte? Ils n'étaient pas dans un truc de se dire bon, on va essayer de. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Charlotte. Non, mais on a fait 1h30 d'émission cumulée et on n'a pas parlé de Charlotte. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Je plaisante, mais c'est tellement. Alors voilà, je m'en souviens très bien. Ils ont joué contre Indiana. Premier match du play-in, ils ont pris moins 25. J'étais en mode, mais ouais, ok, d'accord. Super. Après, Charlotte, c'est l'énigme. Il y a tellement de. Je sais pas. Là, tu refais. Là, tu refais une émission. Minutes, tu vois, mais c'est sûr que bon, il y a tellement de problématiques. Dès là-haut, dès le président, dès le propriétaire majoritaire à l'époque, ça a été une légende. Le GOAT pour certains, c'est pas le GOAT des présidents, c'est pas le GOAT de celui qui a géré une franchise. Hein. Maintenant, même le coach, il dit des dingueries. Mais alors lui, il est en roue libre. Il me régale. Ah là là. C'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on fera pas la blague pâtissière de notre nouveauté sur Charlotte. On vous laissera la deviner. Non, mais je l'ai faite. On la veut en commentaire. Je l'ai faite sur le podcast NFL. C'est pour ça. J'ai été sur Tailgate. Je l'ai faite parce que les Carolina Panthers sont au même stade en fait. Oui, parce que ils avaient le premier pick l'an passé. Ils ont fait rien. Dernier, voilà. Charlotte, c'est. Ils sont la plus grande équipe de leur région, c'est une équipe universitaire. Donc à partir de là, bon. C'est 2 équipes même universitaires. 2 même. C'est Duke et North Carolina. D'ailleurs, qui s'affrontaient ce week-end. Ouais, il n'y a pas longtemps, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'était assez sympa à suivre. D'ailleurs, je pense qu'on parlera peut-être un petit peu NCAA. Au moins sur le site et sur l'appli, on en parlera. Messieurs, il est temps de conclure. J'étais ravi de partager cette seconde émission de la semaine. Toute la semaine a été, ma foi, fort agréable. Chris, Cédric, merci d'être venus nous rejoindre. C'était vraiment cool. Axel, merci. Comme d'hab. Merci New-Yorkais, avec plaisir. Bah oui, mais tu sais, moi je suis sympa. On a inventé le basket et on vous a laissé le plaisir de. Ouais. Non, Pardon, je vous coupe dans vos petites punchlines personnelles, mais on espère que les gens qui nous ont écoutés là ont apprécié ce format un petit peu nouveau avec la team du mardi, la team du vendredi qui se retrouvent pour parler d'un sujet un peu plus où on va un petit peu plus chercher, on va un peu plus creuser et on donne nos avis, pas toujours en accord, mais c'est ça aussi qui est intéressant de pouvoir débattre et discuter ensemble et on espère avoir apporté en tout cas des infos et des éléments pour la réflexion des gens. Et complètement. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, donc sur les applis, mais également sur les réseaux sociaux. Venez discuter avec nous. Il y a toujours Charles qui répond. Charles, notre patron à tous, qui lui répondra donc à vos commentaires et ce sera toujours avec plaisir que l'on discutera avec vous. Messieurs, il est temps de conclure, donc n'hésitez pas à très vite sur les antennes de The Free Agent et on se retrouvera la semaine prochaine pour certainement un peu plus d'actualité. Oui, on va reprendre certainement le format traditionnel, sauf événement particulier, mais sinon on retrouvera. C'est bon, on s'est assez vu là. On va retourner chacun dans notre petit binôme là et ça ira très bien. Et oui, et rassurez-vous, on ne fera pas un 2-2 les uns contre les autres à se battre les uns sur les autres. Passez une très bonne fin de journée si vous écoutez en journée, une très bonne soirée si vous écoutez en soirée, et on vous dit à très vite. Allez, ciao. Bon week-end à tous.